Bonjour à toutes et à tous. Donc notre 12e saison texto est déjà bien entamée et je suis ravie que vous assistiez de nouveau à cette rencontre. Vous avez déjà assisté le mois dernier à une première rencontre en partenariat avec le Festival Hors Limite et je me réjouis particulièrement d'accueillir Richard Guettet qui est à la fois auteur, journaliste littéraire et comédien ou performeur. Tu préfères quelle définition ? Je dirais ni l'un ni l'autre, mais bonjour à tous et à toutes. On va en parler Oui. justement. Avant de te laisser la parole et de laisser la parole à la salle, je resitue quelques éléments de biobibliographie. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des biblios qui sont déposés sur des sièges, donc vous pouvez avoir connaissance déjà de l'œuvre qui commence à être étoffée de notre auteur et qui a publié plusieurs romans, dont le premier sous pseudo aux éditions Intervalle en 2013 et qui s'appelle Les Heures pâles, qui est reparu en début d'année aux éditions Point. Il y a bien d'autres livres dont on parlera. Je ne pense pas qu'on aura le temps de parler de tout. Contrairement à lui, je n'ai pas pu lire l'intégralité de son œuvre, donc là je déclare déjà forfait. Bien que le jeu, c'est que l'intervieweur soit à son tour interviewé aujourd'hui. Et tu as animé pendant près d'une décennie, si je ne m'abuse, l'émission Nova Bookbox sur Radio Nova. Tu t'es lancé dans l'aventure Bookmakers en 2020, une série d'émissions diffusées en podcast sur Arte Radio, à raison de 3 longs entretiens par auteur, selon des longueurs variables, dont plusieurs ont été transcrites et publiées aux éditions Point en collaboration avec Arte Éditions. Et par un heureux hasard, parce que les grands esprits se rencontrent, il s'agit de 3 auteurs que nous avons nous aussi invités. Mais si, au cours de la dernière décennie, Nicolas Mathieu, Alice Zeniter et Maria Pourchet. C'est fou. C'est dingue, hein ? C'est génial. Donc il fallait qu'on t'invite obligatoirement. Donc moi je propose qu'on commence justement par écouter le début de l'épisode de la série Bookmakers avec Maria Pourchet. Montée à Paris sur le cheval de ses ambitions balsaciennes, Maria Pourchet a attendu d'avoir 30 ans pour se mettre à écrire alors que ses décisions étaient déjà prises au CE1. Pourquoi ? Voici venue l'heure d'interroger en profondeur cette romancière et scénariste dont les 6 livres, teintés d'ironie et d'un regard bien renseigné propre à sa formation de sociologue, mettent en scène des personnages de profs, de publicitaires, de PDG, de mômes paumés ou de mères sévères qui ne savent pas ou plus parler. Bonjour Maria Pourchet. Bonjour Richard Guettet. Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire ? Un seul mot. Illusion. Illusion au sens qu'est-ce qui va triompher d'une réalité insuffisante ou douloureuse ? Parce qu'on ne peut pas se prendre le réel en pleine face, parce qu'il faut plus, parce qu'il faut survivre. Il est vraiment beau ce mot, c'est les 2 L, illusion. Alors on l'entend, très belle introduction. Donc je suis en train de me dire que moi je n'ai pas aussi bien étoffé la mienne, mais justement on va se rattraper. Et il se trouve que, en plus vous avez entendu, il y a un habillage musical qui nous fait déjà partir dans l'univers de l'autrice en l'occurrence. Mais ce que je souhaiterais faire pour commencer, c'est de poser la question que toi-même tu poses à tous les auteurs et qui introduit... Aïe, aïe, aïe. Oui. Qui introduit chacune des publications transcrites depuis ces entretiens. C'est-à-dire, je reprends ta rituelle question, en l'occurrence, une question simple en apparence à laquelle je te conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond selon toi à ton œuvre, à ton univers littéraire ? Un seul mot.
Je devrais m'y préparer parce qu'effectivement, j'ouvre chaque entretien depuis 3 ans par ça. Et souvent, le mot choisi est quand même une excellente porte pour... En fait, souvent, ils font ce qu'on appelle en documentaire la promesse. C'est-à-dire le mot permet d'annoncer ce qui va se passer dans les 3 heures qui vont suivre. Donc là, évidemment, je suis absolument décontenancé par la question. Je pense qu'il doit quand même y avoir quelque chose en rapport avec le mot anticonformisme. Mais c'est un costume un peu grand, ce mot-là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ce que j'essaye de faire depuis, on va dire, au moins le début de mon travail à la radio, donc depuis 2011. Avant, j'étais journaliste de presse écrite en presse magazine. Pas forcément sur la littérature, mais disons depuis 2011, c'est de questionner les formes telles qu'elles dans lesquelles je peux me glisser. Donc une interview, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que j'attends moi? Qu'est-ce qu'attend l'invité? Jusqu'où on peut aller? Comment est-ce qu'on peut penser en dehors de l'exercice? À quel point il faut s'amuser avec les règles de cet exercice, les contourner, et quand même remplir la mission qui nous est offerte, donnée. Voilà. Et en littérature, j'essaye un peu aussi, enfin même pas mal, de faire ça. C'est-à-dire que si on me demande, on me commande un récit documentaire sur, par exemple, une ascension du Mont Blanc, alors que je ne fais pas de sport et que je ne connais pas la montagne, j'essaye de me demander quels sont les grands récits d'ascension du Mont Blanc qu'ont fait de grands ou de grandes professionnels de la montagne, comment ils écrivent, quelles sont leurs émotions, quel est le vocabulaire technique, et comment je peux m'approprier, moi, ces règles-là pour pouvoir en faire quelque chose qui peut vous surprendre, même si vous ne connaissez pas la montagne, et les récits documentaires et montagnards vous ennuient. Voilà. Et je me pose à peu près ces questions pour chaque émission, chaque intervention, chaque performance, on va devoir discuter de ce mot-là aujourd'hui. Chaque spectacle que j'ai la joie de pouvoir imaginer, je me dis quelles sont les attentes et comment on peut les faire pétiller. Alors, faire pétiller les attentes et la littérature, c'est intéressant. Et l'anticonformisme, moi, j'y entends l'écho de ton intention formulée en postface de ces entretiens de bookmakers de, je cite, contrer le mythe de l'inspiration divine en littérature. Et il me semble que c'est assez transversal à l'ensemble de ces projets qui à la fois rendent hommage à des auteurs canoniques comme Arthur Rimbaud. Il y a quand même un fil à travers plusieurs productions, qu'il s'agisse du livre Rimbaud Warriors ou de la lecture en scène avec Arad Kilo. Je vous montrerai un petit extrait tout à l'heure qui consiste à lire les dernières lettres de Rimbaud en Abyssinie. Donc on rend hommage à un grand auteur canonisé et en même temps on le démystifie parce que finalement c'est ce qui est dit à la fin de Rimbaud Warriors, donc publié aux éditions Paulsen en 2019. Vous partez avec des amis sur ces traces dans une randonnée tout à fait séduisante de Charleville à Charleroi en plein été. Séduisante, elle n'ose pas vous dire alcoolisée. Ah, mais je pense que vous avez un peu minimisé peut-être dans les pages de ce livre la dimension alcoolisée, parce qu'on vous voit beaucoup trimer sous le soleil, mais je comprends. Mais c'est vrai. Il faut se rafraîchir du coup. C'est ça. Et finalement, donc à chaque étape, vous cherchez des traces du génie, de l'adolescent génial qui avait fugué à ses 17 ans. Évidemment, l'histoire littéraire a gardé, a rendu mythique cette fameuse fugue. Et puis finalement, tout à la fin, on apprend que c'était très courant que les adolescents, que les élèves de cette époque, surtout dans un contexte de guerre, fuguent et n'aillent plus à l'école. Donc ça fait redescendre Rimbaud de son piédestal. Donc là, on peut donner un premier conseil pour la jeunesse. Oui. N'allez plus à l'école, fuguez de cette faculté et composez des poèmes dans les bois. Voilà, c'est la meilleure chose que vous pourriez faire cet après-midi. Donc effectivement, on organise... Alors voilà, l'anticonformisme consisterait à mener des projets de façon tout à fait alternative. Et pourtant,
toi-même, tu les fais dans un cadre institutionnel, puisque cette fugue, par exemple, a donné lieu à une publication, mais aussi à une émission également, enfin une sorte de documentaire sur Radio Nova. Oui, mais du coup, il faudrait se poser la question de c'est quoi une institution ? Dans le cadre d'Arte Radio, c'est assez clair, c'est le service public franco-allemand, donc effectivement, ça a l'air sérieux, voire même un peu barbant. Mais si on imagine que j'ai travaillé pendant 12 ans pour Radio Nova, je pense que vous n'êtes pas forcément très nombreux à écouter cette radio, mais elle a été fondée en 1981, et c'est une des grandes radios libres nées des radios pirates à la fin des années 70, et qui s'est voulu une passerelle pour toute une série de cultures alternatives. C'est d'abord une radio musicale qui est une sorte de grand portail vers toutes les musiques du monde, de tous les pays, de toutes les scènes, et surtout de liens entre les époques, et avec un goût très prononcé pour justement tout ce qui fait la marge, qui, comme chacun sait, tient la page. Et donc, du coup, le fait de pouvoir imaginer une émission littéraire à l'intérieur de cette radio merveilleuse, chaque soir, pendant 2 heures, j'étais tout seul, etc., à l'antenne, ça se fait c'est pas vraiment une institution, puisque ça devient une institution pour les gens qui aiment l'underground et qui aiment justement la culture alternative, mais c'est une radio qui a depuis par exemple 20 ans d'énormes problèmes d'audience, qui rapporte pas beaucoup de fric, qui est de moins en moins écoutée au fil des années. Donc on est quand même toujours, c'est pas vraiment, c'est incomparable avec toutes les stations de Radio France, et puis il y a pas d'argent public, etc. Donc concrètement, non, c'est pas vraiment une institution. Donc du coup, effectivement, mais ça rejoint ma première réponse, c'est de se demander, quand on doit fabriquer un programme ou un texte, un livre, etc., quelle est la part vraiment de l'attente de la personne qui, finance le projet, et comment est-ce qu'on peut à la fois satisfaire cette personne et bagnoder, voire fuguer en dehors des sentiers, créer son propre sentier. Voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes camarades, par exemple pour cette Rainbow Warriors, grosso modo, pour juste préciser un tout petit peu, il y a un moment clé dans la vie d'Arthur Rimbaud, c'est 1 mois avant son 16e anniversaire, il fait une 2e fugue, la première a complètement raté, et pendant 4 semaines, il se promène entre Charleville, qui est l'endroit où il habite, et Charleroi, où il espère trouver un job de journaliste, parce que avec sa mère, ils ont été abandonnés par le père. Elle élève 4 enfants dans une misère assez coriace de paysanne ardennaise. Et lui, il se dit qu'il en a vraiment ras-le-bol d'avoir si peu de fric. Et il a aussi ras-le-bol de l'autorité de sa mère, donc il se casse pour essayer de devenir, parce qu'il a un vrai talent de plume déjà à 15 ans. Il remporte tous ses concours scolaires. Et on lui a dit peut-être que tu pourrais devenir journaliste à Charleroi. Bref, mais sauf que pendant parce que vu que c'est quelqu'un d'absolument qui est très difficile, il a très mauvais caractère, il a aucun ami, il refuse toute autorité, et donc du coup son entretien avec un directeur de journal est absolument exécrable, et ça se passe très mal. Et pendant ces 4 semaines-là, il va écrire ce qui est la première pierre de son œuvre, qui s'appelle Les Cahiers de Douai, qui, je crois, a été au programme de bac de français cette année, dont il y a certains des poèmes les plus mondialement célèbres, Le Dormeur du Val, Ma Bohème, Au Cabaret Vert, etc. Et ce qu'on a essayé de faire, je dis on parce qu'on était 11 sur la route, c'était à la fois de raconter la reconstitution de cette fugue, étape par étape, ville par ville, pendant 1 semaine pour le dire vite, 111 km, et le making-of de ces cahiers de Douai, c'est-à-dire de pouvoir expliquer le plus précisément possible comment un garçon de quasiment 16 ans arrive à accoucher de ces poèmes-là, et dans quel état de colère, dans quel état de nerfs même, parce que c'était vraiment un garçon très nerveux, il a voilà, bon, ce genre de choses. Mais à l'intérieur de cet exercice-là, c'est-à-dire parce que pendant cette semaine, on a fabriqué... Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Il y avait je m'étais donné 2 missions différentes. C'était d'arriver à enregistrer un podcast pour Radio Nova, donc un documentaire de 4 épisodes d'1 heure qui raconte ce que je viens de vous dire,
Et moi, j'avais déjà dans l'idée de pouvoir aller plus loin à travers un livre, une sorte une enquête podologique, pédestre, à travers là-dedans. Et ça, dans les 2 exercices, le podcast documentaire et le bouquin, on attend déjà des choses, et moi je me demande à chaque fois, mais comment je peux faire pour le moins m'ennuyer possible et de surprendre, même à l'intérieur d'un exercice qui a l'air, ils sont partis faire un reportage, oui, mais alors du coup, il faut que vous ayez de la surprise à chaque épisode ou toutes les 10 minutes. Et pareil, dans l'organisation du livre, comment est-ce que je peux à la fois satisfaire les attentes et j'ai l'impression que je vais répéter beaucoup de fois les mêmes idées. Je suis vraiment désolé par avance. Mais pour la dimension surprise, là, je ne sais pas si on peut parler de teaser de l'opération immersion. C'était une sorte parce qu'on est dans l'équipe, il y avait une réalisatrice de documentaires vidéo. Et du coup, elle a filmé beaucoup d'images. Au départ, on pensait qu'on allait aussi faire un documentaire vidéo, mais c'était un peu... On a beaucoup trop bu. Donc du coup, les images ne sont pas forcément toujours exploitables. Il existe une version un documentaire de 55 minutes, mais qu'on va garder pour nous, qu'on n'a pas mis en ligne. Mais à partir de ce film-là, elle s'est quand même dit que ce n'était pas inutile de faire une bande-annonce du podcast, qui a sur le papier aucun sens, mais voilà. Donc c'est la bande-annonce du documentaire radio. La voici en vidéo. Avec le logo Nova. Donc, je vous mets juste un petit extrait. Radio Nova. Voilà. Juste un petit extrait pour montrer que la surprise, elle est un peu de tous les instants. C'est-à-dire une lecture de poème au micro du contrôleur. Je peux dire pourquoi ? Ah bah oui. Parce qu'en fait, ce poème a été composé sur cette ligne de train entre 2 villages belges dont j'ai oublié le nom. Et elle s'appelle Rêver pour l'hiver. Et du coup, on s'est dit, puisque... À un moment, c'est un des rares moments où il marchait pas, il avait encore un tout petit peu de blé pour prendre un billet de train, et la ligne est toujours en fonctionnement. Donc du coup, on était dans le train, et vraiment c'est expliqué, il dit poème composé sur la ligne, non. Et une fois qu'on était dedans, on s'est dit, mais ce serait marrant quand même que dans le micro du contrôleur, on puisse lire le poème. Et c'est ce que vous allez voir. À elle. Rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Arthur Rimbaud, en Vingon, le 7 octobre 70. Mais ça vous a permis de nous voir en short, ce qui est quand même sympa. Et c'est pas fini, hein. Tu le sais. Oui. Non pas qu'il y aura une performance à la fin, mais on a quelques traces vidéo. Alors, ce qui est intéressant aussi, tu parles d'anticonformisme, mais tu parles aussi, toujours dans la postface, de mission de service public. Bah oui. Et donc, je fais un lien qui est peut-être audacieux, mais est-ce que c'est pour ça que tu juges utile, lorsque tu interroges des auteurs, de parler aussi des aspects matériels inhérents au métier et qui permettent d'ailleurs aussi de démystifier la posture de l'écrivain qui serait l'écrivain bohème qui vivrait d'amour et d'eau fraîche et de fugue, pour montrer que l'auteur, en fait, il s'inscrit dans un travail d'équipe avec toute la chaîne du livre. Non, mais mission de service public, c'est quelque chose que je prends très très au sérieux parce que, grosso modo, il y a énormément de fantasmes autour du métier d'écrivain ou d'écrivaine. C'est-à-dire qu'en gros, on imagine que c'est des gens qui sont visités par les muses de l'inspiration tous les matins. Et même si ça marche pas très fort pour eux, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment le geste, le métier passion, comme on dit. Alors qu'en fait, évidemment, plus on explique quelle est la réalité matérielle, économique, comment dire, la discipline quotidienne du travail, quels sont les obstacles rencontrés pour faire naître un personnage, pour faire naître une intrigue, quelles sont les relations avec un éditeur ou une éditrice, comment est-ce que ça... qu'est-ce qui se passe sous le capot d'un... On imagine qu'un cerveau est un capot d'un écrivain. Voilà, plus on le dit, plus on le documente, en fait, plus j'imagine que pour les écrivains ou écrivaines en herbe, c'est facile de se projeter. Moi, quand j'ai commencé à écrire, en fait, je pense que j'aurais adoré qu'il existe une série documentaire comme ça où des auteurs et autrices en activité, connus ou pas connus,
explique vraiment ce que ça représente, ce que ça veut dire qu'écrire, mais dans tous les aspects, c'est-à-dire de la naissance timide d'une vocation, les premières nouvelles, le dialogue peut-être ou pas avec des parents qui sont sensibles à la lecture. Et ensuite, le premier livre, très souvent écrit dans sa chambre sans savoir s'il va être publié, et la sortie, l'insuccès, comment est-ce qu'on se remet au travail malgré l'insuccès, et comment est-ce qu'on apprend petit à petit à se diversifier ou à faire naître d'autres formes, comment est-ce qu'on s'entraide entre camarades, parce que vu que c'est une activité longue et solitaire, il est souvent très important d'être entouré de confrères et de consoeurs qui eux-mêmes ont pour étrange lubie de fabriquer des histoires. Et je pense, oui, que c'est important de l'expliquer, mais jusque dans ses plus petits détails, c'est-à-dire l'avaloir, c'est-à-dire que l'argent que la maison d'édition donne à l'auteur avant que le livre ne se fasse, qui est souvent dérisoire. C'est important de donner les sommes, c'est important de savoir... alors d'accord, vos livres ne marchent pas. En gros, pour résumer, il y a environ 80 écrivains en France qui vivent de leur plume, alors qu'il y a 700 romans qui sortent à chaque rentrée littéraire, donc il y a un énorme problème. Vous avez sans doute des amis musiciens, vous êtes peut-être vous-même musicienne, vous connaissez le principe de l'intermittence du spectacle. C'est très, très, très étrange que les écrivains et écrivaines ne soient pas soumis au régime de l'intermittence qui leur permettrait, en gros, contre des modalités, peut-être des ateliers d'écriture, dans des écoles ou en prison, de bénéficier de l'intermittence pour pouvoir fabriquer leur livre. C'est pas le cas. La seule source de revenus d'un écrivain, ou presque, c'est l'avaloir, qui est souvent ridicule. Si vous obtenez 1000 ou 2000 euros d'avaloir, c'est vraiment, vous avez de la chance en réalité. Et c'est que parce que les livres précédents ont marché que vous pouvez prétendre à 5 000, 10 000, 20 000, 25 000, etc. Et même à 25 000 euros, vous ne pouvez pas vivre pendant un an ou deux, à part si vous n'avez pas d'enfant, à part si vous avez des désirs matériels très humbles, avec une toute petite chambre de 12 mètres carrés. Mais c'est... hors de Paris. Ouais. Et bref, donc du coup, cette réalité-là, à la fois économique, mais aussi en quelque sorte une réalité psychique, étrange expression, pour savoir comment naissent les histoires, je me dis que c'est important de le dire. Et de la même manière, j'essaye de faire une émission qui s'adresse au plus grand nombre, pas seulement aux fans de l'auteur en question, ni même aux fans de littérature, aux gens qui sont dévorés par le plaisir de lire. J'essaie de vraiment d'expliquer le plus possible pour que tout le monde puisse comprendre ce dont on parle. Grosso modo, mes parents ne sont pas des intellectuels. Ma mère lit très peu, et je me dis toujours, elle ne le fait pas, mais si ma mère appuyait sur play en écoutant mes émissions, dont elle est très fière, hein, je vous rassure, il faut qu'elle puisse se dire, il faut qu'elle soit jamais perdue. C'est-à-dire que même si on manipule des concepts et des références qui sont parfois, pas toujours, mais parfois un peu complexes, il faut que toutes les clés de compréhension lui soient données. Si Maria Pourchet explique abondamment sa passion pour Romain Gary, je ne pars pas du principe que la personne qui m'écoute sait qui est Romain Gary. Je redis. Et je redis, et pas seulement avec la fiche Wikipédia. Je redis dans la spécificité, avec des détails qui me paraissent très éclairants, pas juste des repères biographiques. Romain Gary était quelqu'un qui avait l'habitude de... Voilà. Et ça peut prendre 30 secondes, mais le faire à chaque fois permet d'avoir un accompagnement qui est un palier vers une conversation plus poussée et un point de détail. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fois ça te permet de parler du style, parce que c'est là où on entre un peu dans la technique littéraire, et donc de rendre accessible l'œuvre au plus grand nombre, tout en passant des heures et des heures à en parler, alors qu'il y a une réputation d'inaccessibilité de la littérature dans les médias, à tel point qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'émissions littéraires sur les grandes chaînes de radio et de télévision. Oui, et puis même, si vous voulez, peut-être que vous écoutez France Culture de temps en temps, c'est pas du tout mon cas, parce que je m'y retrouve pas la plupart du temps. J'exagère un peu, je caricature pour me faire comprendre, mais grosso modo, il existe depuis des siècles de grandes masterclass, de grandes séries d'entretiens avec les plus grands écrivains
de la planète sur France Culture, mais je ne me sens pas concerné. C'est-à-dire qu'il y a parfois, je me souviens même pas forcément sur Culture, sur Inter, je me souviens il y a 2 ans d'un entretien avec Christine Angot par Laure Adler. Je me suis dit, c'est incroyable que dans les 15 premières minutes, il n'y a aucune explication sur qui est Christine Angot, sur quoi repose son œuvre. Je me suis dit, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on part du principe que les gens savent exactement quels sont les grands... Alors qu'il faut... Je l'ai fait dans le dernier, il se trouve que la dernière invitée de Bookmaker, c'est Constance Debré, qui a parfois cité Christine Angot parmi ses influences. Donc je me suis dit, moi je prends 49 secondes pour dire parcours, grande décision esthétique, qui c'est, etc. Voilà. Juste pour vous dire que si vous n'avez jamais ouvert un livre de Christine Angot, ce qui est à peu près mon cas, je suis capable faut que vous ayez la porte d'entrée. Sinon, c'est super excluant. Et là, on ne répond pas à la mission de service public. Voilà. Vous avez parlé des écrivains qui vivent de leur plume. Est-ce que vous, c'est le cas ou Pas du tout. Ah non, vraiment pas. Non, heureusement que je vis de ma plume, de ma voix. C'est-à-dire, c'est le journalisme qui me fait vivre. Mais mes livres ne marchent pas. Donc, et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en gros, ils marchent assez. Voilà, ils sont vaguement remboursés. Et c'est-à-dire que leurs frais de fabrication et de distribution sont grosso modo remboursés. Et ça me permet d'acquérir une sorte de confiance avec les éditrices et les maisons avec lesquelles je travaille pour se dire, bon voilà, si on travaille avec Richard, c'est pas tout à fait un fiasco. Donc, on peut, s'il a un projet intéressant pour le prochain, on peut y réfléchir. Mais si j'avais l'étrange idée de ne faire que ça, non, ça ne marcherait pas du tout. Je peux renoncer, par exemple, à toute forme de vacances. Voilà. Et c'est le cas. C'est important. Vraiment, c'est important. Vous devez le savoir. Hein, mais je suis étonné parce que ça fait partie des choses que je répète le plus souvent depuis 20 ans. C'est le cas de la plupart, la quasi-totalité des écrivains et écrivaines autour de moi et en général. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais en plus de la littérature? C'est quoi le boulot à côté? Parce que ça ne marche pas, vraiment. C'est quand la foudre du succès tombe sur quelqu'un, c'est vraiment, la plupart du temps, un énorme coup de bol. Vraiment. On parlait de Maria Pourchet tout à l'heure, quand on l'a invitée, je crois en 2016, même si elle publiait chez Gallimard, c'était sous les radars, elle était méconnue, et elle faisait, elle l'est peut-être toujours, elle était scénariste aussi à côté. Donc là, elle l'est toujours. Oui. Et donc là, en fait, c'est le succès un peu de toutes les femmes sauf une, puis de Feu, qui l'ont vraiment propulsée dans une autre sphère. C'est-à-dire que le succès de librairie correspond évidemment à de meilleurs revenus. Et donc une activité qui évolue en fonction de ça. Mais les auteurs les plus connus sont aussi les plus sollicités. Enfin, il y a quelque chose... Oui, c'est le fameux cercle vertueux. Voilà. À partir du moment où ça marche, ça marche. Alors, vertueux, mais il faut du temps pour tout ça. Et si on revient donc à la dimension, certes pragmatique, mais aussi transdisciplinaire par goût de ton travail... c'est que, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que tu déclines des projets littéraires dans différents formats et qui se font écho. Parce que c'est pas, je fais par exemple, j'enseigne et à côté, je fais des livres. C'est vraiment, tu l'as dit, une randonnée sur les pas de Rimbaud va donner lieu à une émission et un livre. Et dans ce livre sont cités d'autres projets. Dans Rimbaud Warriors, par exemple, tu évoques la lecture musicale en scène des lettres de Rimbaud en Abyssinie, dont j'ai parlé, je vais montrer un petit extrait. Mais tu présentes aussi l'organisation du prix de la page 111, un événement qui parodie les grandes célébrations de la rentrée littéraire. Donc tu connais extrêmement bien tout ce cérémonial, justement, pour reprendre ton terme. Et là aussi, tu y rends hommage, mais d'une manière potache, donc qui démystifie toute cette consécration des œuvres les plus... Un petit point sur une minute sur ce prix. Donc l'idée, c'est de rassembler à chaque rentrée littéraire toutes les pages 111 des romans francophones, en partant du principe que l'auteur ou l'autrice n'a écrit que cette page. Que, en fait, la page forme une œuvre à part entière qu'il nous faut décoder, analyser et surtout débattre avec le plus grand sérieux. Et parce que les choses absurdes, il faut les faire
avec beaucoup de sérieux pour que ça fonctionne. Et donc l'idée, c'est de... Et donc voilà. Et le principe, c'est que une fois qu'on a lu toutes les pages 111 de la rentrée, on en sélectionne 11 qui sont les 11 finalistes. Et ensuite, il y a un deuxième tour, on en ramène à 6, qui donne lieu à une cérémonie de 111 minutes, qui a eu lieu une fois par an sur Radio Nova. Pendant ces 111 minutes, il y a des débats extrêmement agressifs sur les différents mérites de chaque page finaliste. Et ça donne lieu à une récompense extraordinaire, c'est-à-dire 111 centimes en pièces de 1 centime pour le vainqueur, la page encadrée, une carte blanche sur Radio Nova pendant 11 mois, 11 semaines, 11 jours et 11 heures. À tout moment, cette personne peut intervenir pour dire « j'ai un texte à lire, ouvrez l'antenne, ouvrez les micros, j'arrive », ce qui arrivait une fois par an. Et ensuite, et à la fin de la cérémonie, il y avait 111 bisous de la part du public, ce que je vous encourage à ne pas faire aujourd'hui. Et tout ceci, c'est quand je vous dis... parce que c'était effectivement pour casser le côté très solennel, pompeux, l'esprit de sérieux de la plupart des cérémonies de prix littéraires. Et on s'est dit, nous, est-ce qu'on peut chercher à apprendre des choses sur cette rentrée, mais en s'amusant? Et donc, est-ce que la partie vaut pour le tout? Est-ce que l'art de l'écrivain peut s'exprimer juste dans une page? Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais puisqu'on fait une sélection sur environ 222 pages, on avait 11 pages où vraiment on s'est dit, tiens, il se passe un truc, c'est presque une nouvelle. Il y a vraiment quelque chose où il y a un parti pris de narration, il y a une langue très forte, si on traduisait le texte en espagnol, ça marcherait quand même. Donc du coup, voilà, et on cherche. Donc on s'est bien amusé, ça a duré... pour l'équipe avec laquelle j'ai eu la joie de faire ça, on a fait ça pendant 11 ans. L'année dernière, on a démissionné et on a donné le concept à une nouvelle équipe plus jeune que nous. Et il y a un mois à ça, ils ont remis le nouveau prix eux-mêmes. C'est très émouvant. Alors, je vous montre le début de la remise du prix de 2021 sur la péniche Grande Fantaisie. Le prix de la page 111, le plus absurde des prix littéraires, en public et en direct de la péniche Grande Fantaisie à Paris. Parce qu'un bon livre, ouvert à n'importe quelle page, doit pouvoir amuser, intriguer, instruire, choquer, blesser ou tourmenter son lecteur ou sa lectrice. Et parce qu'à la page 111 de la pièce de théâtre Rhinocéros d'Eugène Ionesco, on trouve ces deux mots magiques. Pourquoi pas? Un jury composé de 7 écrivains, écrivaines, journalistes, libraires, traducteurs, critiques littéraires, professeurs, hommes, femmes, gauchers, droitiers, grands et petits. Ce jury, impartial, méthodique, mais porté sur un certain fétichisme numérologique, a créé en 2012 sur l'antenne de Radio Nova, devinez quoi? Le désormais célèbre prix de la page 111. Je trouve qu'on aurait envie de tout entendre, mais ça dure combien? 2 heures? Pas du tout envie de tout entendre. Là, ça a l'air super cheap, je me rends compte. Ça a vraiment l'air on veut leur dire, pauvre gars, quand même, vous auriez pu avoir un tout petit peu plus d'ambition dans la vie. Mais c'est néanmoins, on rigolait bien. Et ça a quand même, au fil des années, susciter un intérêt à la fois pour les auditeurs et pour les spectateurs, un petit peu pour le milieu littéraire, les critiques, etc., pour l'aspect sérieusement drôle ou drôlement sérieux. C'est-à-dire c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est est-ce qu'on peut apprendre en s'amusant? Je pense toujours que l'humour est un ingrédient indispensable à tout, et que les choses les plus compliquées, en fait, si on arrive à les expliquer... Bref, je viens de dire 2 fois la même chose. Avec des blagues, ça passe mieux. Voilà. Bonsoir. Je préparais aussi la suite. C'est pour ça que je disais, tu assumes, je t'ai demandé si tu voulais bien que je diffuse après ce... Ah non, mais je suis extrêmement fier de cette bande-annonce, mais du coup, il y a un petit contexte avant, parce que si on balance les images d'un coup, c'est... Ouh là là. Le petit contexte, c'est que justement, on a dit tout à l'heure qu'on allait reparler de ce concept de performance.
Et moi, je me demande si tu n'as pas une conception performative de la littérature, au sens d'acte de parole, si on reprend ce concept de, tu sais, des 5 fonctions du langage, donc cette fonction du langage qui transforme la parole en acte. Alors c'est d'accord. C'est d'accord ? Je suis OK pour cette définition. Bon. Non, parce que la performance, on imagine tout de suite quelqu'un qui est tout nu dans une galerie d'art en train de s'écraser ses cigarettes sur le torse, sur de la musique allemande bruitiste. Et là, du coup, je me suis dit, je suis pas vraiment dans cette catégorie. Mais c'est vrai que dès que je peux sortir du studio, de la bibliothèque, des pages, et qu'on peut essayer, surtout avec mes camarades, parce que vous allez reconnaître des visages au fil des trucs, dès que je peux essayer d'incarner, de mettre du vivant dans quelque chose qui est plutôt recroquevillé sur un livre tout seul, de mettre du collectif, mettre de la lumière, mettre de l'absurdité, du mouvement, et vraiment du mouvement. C'est-à-dire que, donc, Rainbow Warriors, vous avez capté, c'est une semaine à pied à travers les Ardennes. Et 5 ans plus tard, pour rendre hommage à un autre écrivain, Alfred Jarry, inventeur de la pataphysique, science des solutions imaginaires, mort à 34 ans dans des circonstances misérables par un excès d'alcool, ne buvez pas en rentrant chez vous, inventeur d'un personnage mondialement célèbre qui s'appelle Père Ubu, qui a donné lieu à l'adjectif ubuesque, que vous utilisez peut-être de temps en temps. Il a eu 150 ans cette année, et avec cette même bande, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait trouver un prétexte pour rendre hommage à son travail ? Et il se trouve que, à force de se documenter, j'ai découvert que Alfred Jarry, né en Mayenne et puis breton puis parisien, il y a un point vraiment fort dans sa vie, c'est qu'il est obsédé par le vélo. Il faisait 40 km de vélo par jour. Et donc on s'est dit, une course cycliste pataphysique. Ça vaut le coup. Une parodie de Tour de France en Bretagne, sur les endroits où il a écrit ses premiers textes. D'accord. Donc là, une fois qu'il y a l'idée, c'est comment est-ce qu'on l'organise. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer, pendant les 5 années de réflexion, un producteur de théâtre de rue qui adore faire littéralement des performances en public, les plus originales possibles. Et il m'a dit, moi, sur la base, j'avais écrit un dossier qui détaillait tout ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire une parodie de Tour de France, c'est-à-dire que toutes les épreuves de la course sont inspirées de la vie et de l'œuvre d'Alfred Jarry, les classements, les costumes. Là, vous allez nous voir, je sens que vous êtes impatients, je manie vraiment très bien l'art du teaser. Vous allez nous voir habillés dans des tenues de squelette, parce que c'est comme ça qu'il arrivait dans les soirées à Paris, les mondanités littéraires, il arrivait habillé en squelette ou en cycliste pour dire « je ne suis pas comme tout le monde ». C'est vraiment, lui, c'est l'anticonformiste en chef, respecte aucune règle. Il avait même l'habitude dans ses phrases, il inversait le sujet, le verbe, où il mettait des accents toniques alors qu'il n'y en a pas en français, juste parce que, sans doute, évidemment, pour se faire remarquer, mais aussi pour dire la réalité est insupportable et mieux vaut essayer de la bousculer à toutes les minutes. Et donc, en juillet dernier, nous avons fait 168 km entre Saint-Brieuc et Rennes. On était 10 coureurs-coureuses, mais place aux images, comme on disait dans les années 80. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la pataphysique. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le cyclisme. J'arrive est une course cycliste pataphysique et bretonne qui est partie samedi dernier de Saint-Brieuc et qui est arrivée tout à l'heure dans la cour du lycée Émile Zola de Rennes. 10 coureurs essentiellement non sportifs ont traversé 10 communes peu communes pour célébrer la parole pataphysique, à savoir la science des solutions imaginaires et le renversement de la réalité. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était pas mal. J'arrive, voilà. Et donc l'idée c'est d'en faire. Là cette fois-ci, il va y avoir un film qui tient debout. Il va y avoir un podcast en 4 épisodes de 25 minutes. Et j'aimerais bien en faire un livre également. Et voilà.
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous êtes un peu accablé. Alors, moi, je continue dans ce cas sur ce décloisonnement entre, On peut le dire comme ça. entre les disciplines littéraires, et tes livres eux-mêmes sont truffés de références. On l'a vu avec Rainbow Warriors, mais je pense aussi à L'aimant, roman magnétique d'aventure maritime qui est présenté là-bas dans la petite exposition qui est consacrée à ton œuvre livresque. Et ce roman est conçu comme la suite d'un récit de Jules Verne, déjà inspiré à l'époque d'un roman d'Edgar Allan Poe. Alors, on pourrait entrer dans le détail de l'œuvre, mais l'heure tourne. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là, maintenant, tout de suite, c'est d'autres concepts d'analyse littéraire pour qualifier ta démarche. Intertextualité, mise en abîme, palimpseste. Vous savez, le palimpseste, c'est l'idée c'est le principe de gratter un parchemin et d'écrire par-dessus. Donc, on est toujours dans la référence à ce qui précède. Alors, en préparant... Ça serait bien, et d'ailleurs, ça serait bien que ça cesse. Ah oui? Ouais, c'est-à-dire là, je me dis, je l'ai beaucoup fait dans les 10 ou 15 dernières années, et je suis en train de me dire que j'en ai marre. Ça m'intéresse, parce que justement, j'allais te demander, est-ce que c'est encore pour jouer avec les procédés d'écriture, ou bien, là, je vais entrer dans l'analyse psychologique, je ne vous recommande pas du tout de faire ça, mais à force, je me suis demandé si c'était pas un jeu de cache-cache pour ne pas complètement assumer un style singulier, une crainte peut-être de manquer de légitimité face à tous les autres auteurs, parce qu'à force de les interroger, c'est peut-être quand même un peu intimidant. Je le sais parce que c'est ce que je fais. Raison et tort en même temps. Ah. Un peu tort parce que le premier livre ne s'appuie sur aucune référence. C'est vraiment le premier roman et une histoire autobiographique, quelque chose. Mon père a mené une double vie pendant 18 ans. Je l'ai découvert à 22 ans. Mais tu l'as écrit sous pseudo. Oui, alors mais je sais, n'allez pas trop vite. Et effectivement, mais le texte lui-même ne se là, effectivement, je viens d'être... Mon explication vient d'être sabotée. Non, mais c'est vrai. En fait, le texte a été écrit sans aucune référence, de manière très vulnérable, en quelque sorte, à ciel ouvert, sans chercher à faire le malin, etc. Mais, dans 6 mois avant la sortie, pour des raisons que vous imaginez bien, j'ai mis un masque. C'est-à-dire j'ai pris un pseudonyme pour simplifier en gros la vie de mes parents qui vivent dans une petite ville, et eux, ils allaient avoir à assumer les conséquences de ma décision de vouloir raconter cette histoire. Bon, et 10 ans plus tard, quand on me propose de le ressortir en poche, je le sors sous mon nom parce que ça va, c'est bon. Mais effectivement, pas tellement le deuxième roman, mais le troisième et pas mal de ce qui va suivre s'appuie sur des références solides, Rimbaud, Jarry, Le Mont Blanc, qui me permettent de prendre appui pour pouvoir raconter quelque chose. Voilà. Parce que je pense que c'est de la timidité, mais c'est aussi long d'arriver à faire sortir tout ce qu'on a avec soi. Il y a des grands tempéraments, par exemple Rimbaud, qui quasiment, pas dès les premiers, parce que lui aussi... tous les cahiers d'Ouest, c'est que des références à des poèmes classiques, à des poètes classiques de l'Antiquité ou français. Donc il se cherche, il n'a pas trouvé sa voie. À partir du bateau ivre, il fabrique quelque chose d'entièrement personnel et qui révolutionne en plus son époque. C'est très très long d'arriver à savoir, à fabriquer sa langue, à trouver ses formes, etc. Là, je vois que je suis à un endroit où je vais finir un premier cycle. En plus, si vous vouliez creuser en plus tout l'aspect analytique et même psychologique, la quasi-totalité des livres que j'ai publiés sont des récits d'apprentissage. C'est globalement de jeunes narrateurs qui partent à la découverte du monde et qui n'arrêtent pas de se tromper pour essayer de savoir qui ils sont. Il serait peut-être temps que je sorte un peu du registre. Voilà. Donc les textes que j'écris en ce moment s'émancipent de ça et s'émancipent enfin j'essaye en tout cas, d'influence. Mais par exemple, question tout à fait pertinente, que j'ai posée à Hervé Letellier, Goncourt 2020 pour l'Anomalie, président de l'Oulipo, donc un rassemblement
d'artistes, écrivains et mathématiciens qui font naître des textes grâce à des contraintes souvent inspirées des mathématiques. Et lui, dans toutes ses interviews, dans tous ses textes, il revient toujours à Georges Perec, à Raymond Queneau, à Romain Gary, et des dizaines. Et je lui ai dit, mais jusque dans l'anomalie, et je lui ai dit, mais il n'y a pas un moment où il faut arrêter de toujours en revenir aux grands anciens et de faire exister sa propre langue. Et il trouvait que ma question était stupide. Il dit, c'était comme si un architecte devait ignorer l'existence des architectes de l'Égypte antique. Et je lui ai dit, ok, il ne s'agit pas de réinventer le langage, mais pourquoi toujours repasser par les inventions des grandes influences? Voilà. Et donc lui, il a 60 ans et il n'est pas encore sorti de cette histoire. Peut-être que c'est ce qui m'attend, je ne sais pas. En tout cas, la question mérite d'être posée, même si on n'a pas de... d'être posée. Mais merci. Et vous parliez. Finalement, je me suis souvenu que le principe, c'est de vos interviews. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut expliquer. C'est que là, si elle me tutoie, on pourrait faire croire qu'on se connaît. En l'occurrence, on se connaît très peu. Oui, et là, vous pourriez avoir l'impression qu'on est très très potes. Alors que je suis juste fan, c'est différent. C'est gentil. Et en fait, cette impression de proximité qui est sous-entendue par le tutoiement est en partie excluante pour vous et réduit la distance qui est... Alors que le vouvoiement, même si on se connaissait, déjà c'est marrant. Et ensuite, et en fait, je pense que c'est toujours mieux, c'est parce que ça donne une distance qui reste, à mon avis, celle du journaliste, en tout cas dans mon cas. Voilà. Une bonne leçon de journalisme, donc. Et pour revenir à ce que vous disiez à propos de masque, c'était aussi un terme que j'avais souligné, parce que l'anticonformisme, ça va aussi avec la notion de mascarade, qui peut être prise dans plusieurs sens, y compris le sens ludique, justement, et d'identité multiple. Et le propre du récit, c'est justement, et je pense que dans le premier récit, certes autobiographique, il est question de ça, c'est-à-dire d'avoir plusieurs récits, puisqu'il est question de la double vie du père du narrateur, donc finalement de superposer des deux récits de vie assez différents. Donc peut-être que c'est ça aussi qui peut être, donne lieu à inventer des récits différents, soit avec des projets type performance, etc., soit à travers des livres qui eux-mêmes font référence à des prédécesseurs, mais bon, c'est une hypothèse en tout cas de lecture, c'est-à-dire même dans l'autobiographie, le pacte autobiographique, encore une notion littéraire développée par Philippe Lejeune, consiste à demander au lecteur de croire ce qu'on va nous dire, alors même qu'il y a toujours un biais. Donc voilà, est-ce qu'on peut partir de zéro? C'est pas sûr. Et de toute façon, même si on s'engage à être parfaitement transparent, ça reste une mascarade. Oui, ça reste une reconstruction en permanence. C'est encore un jeu de mise en scène de soi. Est-ce qu'on se donne toujours le beau rôle? Jusqu'où on donne accès aux pensées les plus secrètes, aux pensées les plus immorales? Je me rappelle sur ce sujet l'un des invités de Bookmaker, l'invité qui a eu le moins de succès, c'est un ancien critique musical de Libération qui s'appelle Bayon. Et j'ai fait sa connaissance avec un livre nommé Mezzanine, interdit aux moins de 15 ans, où grosso modo il est présenté comme une série d'histoires de cul qui lui sont arrivées personnellement dans une mezzanine à Pigalle dans les années 80. Elles sont sordides, scandaleuses, absolument illisible en public, tellement si je faisais le choix de vous en lire une, il y aurait 3 personnes qui quittent la salle en disant c'est dégueulasse, c'est pas pour ça que je suis à la Sorbonne. Et quand je le rencontre, n'ayant jamais vu autre chose qu'une photo de lui, je suis un peu intimidé. Je me dis, oh là là, quel sale type ça doit être. Et en même temps, je trouve que le travail sur la langue, sur le courage de se dévoiler à ce point-là, m'a super impressionné en tant qu'auteur. Même en tant que lecteur, pardon. Mais par la suite en tant qu'auteur. Lapsus intéressant. Et évidemment, dès les 15 premières minutes, je tombe sur quelqu'un d'absolument charmant, et rien de ce qui est dans le livre ne lui est arrivé. Et du coup, son jeu de masque, c'est de faire croire que le sordide... voilà. Et c'est assez...
c'est vraiment très étrange de se dire, de se prêter des aventures cradingues, alors qu'aucune ne se sont produites. Et c'est je sais pas comment dire, un pacte autobiographique inversé. Grand anticonformiste également, ce bon vieux Bayon. Et alors pour conclure ou partir dans une autre direction... Une question. Ah, une question. On dit que écrire, c'est partager un peu de soi. C'est sûr. Sinon, tout de son... Ça n'a aucun sens. Exactement. Ok. Est-ce que vous direz que le succès littéraire, c'est de parvenir à vendre assez ce livre qu'on aura écrit et qui porte une partie de soi, ou c'est parvenir à bien partager et être satisfait d'avoir bien partagé? J'ai compris, merci. Deuxième option, c'est-à-dire qu'en fait, les ventes, même si elles font plaisir quand elles sont nombreuses, n'ont vraiment aucune importance sur la qualité de l'œuvre. C'est-à-dire que l'enjeu principal, c'est d'arriver à restituer le plus fidèlement ce que vous avez à l'intérieur et votre singularité, c'est-à-dire vos qualités, vos défauts, votre folie, votre bizarrerie, vos obsessions. Le pire truc qui puisse arriver à un artiste, pas forcément à un écrivain, c'est de faire l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de vouloir coller à des modes, vouloir coller à des formes, vouloir coller à... Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de qu'est-ce qu'on a à dire de notre vision du monde et trouver la forme qui va le plus avec ce fond-là. Voilà. Donc, parvenir à restituer ce qu'on est soi, même en prenant des masques, même en cherchant, même si vous faites un roman de science-fiction sur une révolte d'esclaves sur les anneaux de Saturne, d'où vient cette histoire, je ne sais pas, vous pouvez raconter quelque chose de très profond sur vous, sur vos idéaux de justice, sur vos goûts pour l'émancipation, et ça, c'est le principal. Il n'y a que ça qui compte. Et du coup, ce que vous venez de dire me rappelle une citation biblique qui obsède Bayon. Il n'a rien donné, celui qui n'a pas tout donné. Moi, ça me fait peur, cette phrase, parce que j'ai toujours l'impression que je ne suis jamais allé assez loin, ni en radio, ni dans mes livres. Mais j'ai ça un peu en tête, et je me dis quand même, parfois, il faut pousser plus. Et même pas pousser plus, ça peut vouloir dire pousser plus dans la vulnérabilité. C'est arriver à se mettre en jeu de manière... en jeu, presque. De manière encore plus sincère. Voilà. Mais se mettre en jeu de manière sincère, quand on a aussi le goût de fabriquer des formes, il y a un dosage à trouver. Voilà. Réponse nébuleuse, mais merci pour la question. Rimbaud, Jules Verne et donc Alfred Jarry ont fait l'objet d'un certain nombre de textes et d'ouvrages qui cherchent à analyser un peu les aspects cachés, secrets, ésotériques de leurs œuvres. Et vous avez également mentionné que votre premier roman ou récit un peu autobiographique fait allusion donc à une part secrète de votre père. Est-ce que cette histoire personnelle vous a amené à vous intéresser un peu aux aspects un peu cachés, secrets, ésotériques des œuvres littéraires? Je vous remercie pour cette question qui va me faire gagner un temps fou lors de ma prochaine séance de psychanalyse. C'est-à-dire que découvrir à 22 ans que la moitié de la vie de votre père est une fiction, alors qu'à ce moment-là, moi, j'étais en train d'écrire mes premières nouvelles, lues par personne, à part peut-être un ou deux amis qui en exprimaient le souhait, c'est quand même un peu... ça ébranle pas mal. C'est OK. Ah bon, ce que je croyais être la représentation de la réalité à un seul niveau pour ce qui est de ma famille, il y a une porte à ouvrir et elle débouche sur « Ah, j'ai une petite sœur qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Waouh !» Pas mal. Et mon père voyait cette petite sœur tous les jours. Waouh, OK. D'accord. Et donc effectivement, je pense... D'une part, ça a considérablement nourri mon goût pour la fiction, mon appétence pour le secret, l'édification des secrets et la révélation des secrets. Je vais dire une banalité, mais ça m'a appris physiquement que les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le croit, que les êtres sont toujours plus mystérieux qu'on ne le pense. Et que
Et après, est-ce que je peux faire un lien avec le reste? Après, je pense que Rimbaud, Jarry et Jules Verne, je dirais que j'ai un goût pour ce genre de personnalité, mais c'est parce que enfin surtout Jarry et Rimbaud, c'est que c'est des gens qui tranchent tellement avec le reste de la société que si il faut étudier des grands artistes et ensuite faire naître des œuvres de ça, autant prendre des gens qui sont pas mous, qui sont pas ternes, qui sont pas emmerdants, parce que je vais pas faire 25 livres, j'en ai peut-être encore 7 ou 8 à écrire, et puis après, je serai mort. Donc du coup, autant à ce moment-là, que je sois presque les doigts dans une prise électrique avec des gens comme ça, et que ça m'apprenne beaucoup. Voilà. Et voilà. Puis après, ouais. Élaborer des mythologies. Je vous dois combien? Moi, je pensais à un autre auteur dont je n'ai pas vu trace. Enfin, je ne sais pas s'il t'inspire ou pas, mais parce qu'il est aussi multifacette. C'est Boris Vian, écrivain, poète, chansonnier, critique de jazz, animateur de soirées dansantes dans les caves de Saint-Germain-des-Prés après-guerre, trompettiste qui se qualifiait lui-même d'amateur et qui mettait en scène ses propres amis devenus héros de fiction, parfois fantaisistes, dès son premier livre. Et toi aussi, tu fais ça. Donc, est-ce que ce serait une figure d'écrivain iconoclaste qui t'inspirerait? Je trouve toute cette description m'enchante, mais je ne connais pas bien son travail. J'ai lu L'écume des jours, Et on tuera tous les affreux. Oui, ceux qui sont devenus classiques, mais pas forcément... Non, et dans le détail, je ne connais pas très bien. J'ai lu 4 livres, je pense. Il y a L'Arrache-Cœur, L'Arrache-Cœur, qui est vraiment extraordinaire. Mais il a écrit un manuel de Saint-Germain-des-Prés, des bouquins qui sont... Ah non, je connais mal. Où il met en scène ses amis. C'est lui qui a lancé les grandes soirées avec Juliette Gréco dans les caves dans les années 50, qui a fait venir Miles Davis en France. Je devrais m'y intéresser. Mais en fait, vous savez, c'est un peu comme ça marche un peu pour les groupes de musique, ça. Tout le monde adore Boris Vian. Donc je me dis, je vais pas y aller tout de suite. Oui, c'est les trucs de tout le monde. Alors que s'il existait un Boris Vian underground, par petit snobisme, j'irais voir. Je me dirais, il est mieux, il n'est pas connu. Mais il n'a pas toujours été adoré. Mais c'est un autre sujet. C'est juste que j'ai fait le parallèle, surtout quand vous parliez d'hyperactivité et du fait que la vie soit courte. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est la même philosophie. Et je me souhaite de ne pas mourir au milieu d'une séance de cinéma devant la première adaptation d'un de mes livres au cinéma. Quand même bien. Ce qui est arrivé à Boris Vian. Arrêt cardiaque, paf, vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, c'est... non mais en plus, l'anecdote va jusqu'au titre du film. C'est « J'irai cracher sur vos tombes ». J'irai cracher sur vos tombes, le mec meurt à l'avant-première. Écrit sous pseudo aussi. C'est quand même fou. Donc non, on ne vous souhaite absolument pas ça. Et donc, il est l'heure soit de donner une fois de plus le micro à la salle, soit de leur donner des conseils en tant qu'apprenti écrivain-écrivaine pour finir, en hommage à Bookmakers aussi. Et quels conseils, quelles consignes même on pourrait donner pour écrire une scène de fiction réussie? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui aiment écrire? 1, 2, 3. Bon. Alors, ce que je vais vous dire s'adresse à ces 3 personnes, mais peut-être qu'il y a des gens timides qui vont s'y mettre plus tard et qui n'ont pas osé lever la main. Souvent, le plus difficile, c'est d'arriver à se donner rendez-vous à soi-même pour trouver une discipline d'écriture. Et ce que j'ai coutume de dire et qui marche à chaque fois, c'est n'écrivez qu'1 heure par semaine, mais à heure fixe. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, le dimanche à 11h, je suis à peu près sorti de la gueule de bois de la veille et je peux couper mon téléphone, ne plus aller sur les réseaux sociaux, ouvrir un document Word et avancer sur un texte pendant juste 60 minutes. Et si au bout de 60 minutes, vous mettez un réveil et qu'il y a une alarme qui sonne, vous arrêtez au milieu d'une phrase. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'en fait, pendant la semaine qui va suivre, dans l'hypothèse où cette heure d'écriture a été un peu agréable, en fait, la phrase non terminée va continuer probablement à courir en vous pendant le reste de la semaine et vous allez y penser. Et vous allez peut-être avoir hâte de retourner à ce dimanche à 11h. Voilà. Et que même si le dimanche suivant ou 2 semaines plus tard, vous n'écrirez que 3 lignes
pendant cette page, c'est un moment qui ne sera que pour vous et que pour le texte. Et peut-être que un mois plus tard, il y aura des heures extrêmement fertiles où vous coucherez 4 pages de manière en prise directe avec votre inconscient. Et surtout, sortez. Mark Twain, il a une expression que j'aime bien qui dit il faut vider la citerne. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir le moins de surmoi, le moins de censure sur soi-même, sur son propre travail. Et il faut que ça sorte. Et après, une fois que vous avez la matière, vous pouvez faire l'exercice le plus sympa, qui est de réécrire, redécouper, enlever ce qui n'est pas beau, chercher à préciser des images. Mais c'est beaucoup plus simple une fois que vous avez la matière. Et mieux vaut avoir trop que pas assez. Donc il faut ouvrir des vannes pour faire sortir vos excès, pour faire sortir... Des fois, je me dis, les seules choses qui méritent d'être écrites, c'est tout ce qui nous fait peur. Et surtout, ce qu'on a des difficultés à écrire, en fait, le sujet, il est là. Si on se dit, non, mais ça me fait mal, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui vous est arrivé, le sujet, c'est ça qu'il faut écrire. Voilà. Et après, je redis, n'écrivez pas le livre de quelqu'un d'autre, n'essayez de faire des choses qui ne ressemblent qu'à vous, que personne d'autre ne peut faire à votre place, aussi modeste soit-elle, hein, mais ça peut être même si vous faites le meilleur recueil de blagues, où il ne s'agit pas forcément de... Si vous visez la grande littérature, c'est extrêmement inhibant et on est très vite terrorisé, on se dit à quoi bon rajouter du bavardage, etc. Mais peu importe, quelqu'un qui fabriquerait des histoires drôles que lui seul ou elle seule peut fabriquer, quelle joie, quel merci de faire ça. Et ensuite, je vais faire une pirouette. Il se trouve que cette question a été maintes fois posée à Ernest Hemingway. Et il a fait une liste des 10 conseils à des écrivains apprentis en herbe. Et moi, ça m'a pas mal aidé. Donc il disait, soyez amoureux, lisez sans cesse, fréquentez des écrivains du bâtiment. C'est-à-dire des gens qui pensent en termes de structure. Les gens ne sont pas forcément très bons dans ce qu'ils ont à dire sur le monde, mais c'est des inventeurs ou des inventeuses de formes. Voilà. Et ça débloque des choses. C'est pour ça que, par exemple, la fréquentation de quelqu'un comme Hervé Le Tellier est intéressante, parce que toute la tradition de l'Oulipo, l'écriture sous contrainte, en fait, ça libère. On découvre de nouveaux couloirs de pensée, et ça permet, théorie qui arrive soudain, la théorie du tuyau d'arrosage. Je ne sais pas si vous avez déjà, sans doute que si, arrosé un jardin. Si simplement vous avez le tuyau d'arrosage, le jet ne va pas très loin. Mais si vous appuyez sur le tuyau, en fait, le jet va plus loin. Et les contraintes en littérature, c'est la pression sur le tuyau. Et en fait, l'eau, c'est-à-dire votre génie, peut toucher d'autres endroits de votre propre jardin, et ça permet de voir les choses un peu autrement. Voilà. Et le dernier conseil de la liste d'Hemingway, c'est crevez-vous à écrire. C'est-à-dire que ne vous dites pas si vous avez ça en vous, parce qu'il n'y a aucune obligation, bien entendu. Si ça ne vous intéresse pas, faites autre chose. Mais si ça vous intéresse un peu, essayez d'écrire un peu le plus souvent possible. Et je reviens au premier truc, 1 heure par semaine, ça ne fait pas trop peur. Voilà. Et petit à petit, si vous aimez vraiment ça, vous serez à 2 heures par semaine, puis tous les 3 jours, puis il y aura 2 heures, etc. Voilà. Bon courage. Je profite de la fin de cet entretien pour remercier le public de Master Dynamique Culturelle, Merci beaucoup. La direction de la communication pour la captation, le service culturel qui, fidèle au poste, a tout organisé en termes de régie, buffet, communication dans le cahier de saison culturel. L'ABU qui nous accueille avec panache dans ses beaux locaux, les UFR, lettres, langues, sciences de l'homme et des sociétés, et l'UFR, les sciences de la communication, qui contribuent à financer ce dispositif. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci, Julie. un grand merci à Richard Guettet pour ses réponses, et puis l'ouverture vers un univers riche et varié. Donc je vous invite à lire son œuvre et à l'écouter, et à aller la voir sur scène aussi. Merci.